Sont aussi anodines. Anodines, parce que en général, Fontenay en fait nous disait que lui-même est entré en politique par accident. Et c'est le ministre Hassan Sek, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, qui l'avait retenu au ministère, alors qu'il devait aller au Maroc comme conseiller d'ambassade. Parce que Senghor cherchait un diplôme. Un diplôme, qui sache lire et écrire. Et même Abdou Diouf, également, est arrivé en politique par accident. Même Senghor, il était venu faire sa thèse. Ensuite, il est entré en politique par la grâce de Quelqu'un a dit à Abdou Diouf, quel bel accident alors. Oui, non, Abdou Diouf a dit à propos de Senghor, quel bel accident. Parce que l'exemple Senghor a dit que moi je suis entré en politique par accident. Et Diouf a dit que c'était un bel accident. Souvent parce que l'entrée en politique avant Babacar n'était pas voulue, n'était pas chronométrée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on entre en politique parce qu'on pense qu'on est dans un actionnariat politique. Alors qu'avant, c'était cet engagement citoyen, un engagement militant, simplement. Même dans le livre, j'explique comment je suis entré au PS. J'ai dit que c'est Abdoulaye Wilane qui m'a fait entrer au PS, poings et pieds liés. Il m'a même forcé à lire des livres sur le socialisme démocratique, les thèses de Willy Brandt, etc. Il m'a un peu expliqué comment on débattait en public, etc. Et ça m'a un peu... Wilane que vous avez rencontré au lycée Valdiodio Ndiaye? Oui, nous avons fait le lycée Valdiodio Ndiaye à Kaolack. Et nous avons aidé également ensemble à Gaston Berger en 90. Et c'est là où il m'a fait un peu vivre la fibre socialiste. Et nous avons commencé à militer ensemble. Donc Khalifa Sall a milité au Parti socialiste. Il a gravi les échelons au Parti socialiste. De militant à Grand Yoff, il a été responsable des jeunes socialistes pendant plus d'une vingtaine d'années. Et j'essaie d'expliquer un peu son parcours en tant que jeune socialiste. Tout ce qu'il a fait en tant que député, jeune député, etc. Ensuite, il devient ministre, il devient maire. Donc, et son parcours politique a été brisé en 2017 par la deuxième partie qu'on appelle l'épreuve, la prison, l'affaire de la caisse d'avance. Donc voilà les trois parties qui résument un peu le parcours politique de Khalifa Sall, décrit comme un homme d'État. Pourquoi un homme d'État? Le titre. Parce qu'en général, un titre est souvent révélateur, provocateur ou même interrogateur. Quand on fait un essai ou un roman, c'est à la fin qu'on choisit le titre. J'ai choisi le titre parce que j'ai pensé simplement... Très prosaïque, hein, le titre. Oui, parce que... Pas compliqué oui. Comme titre. Oui, mais c'est un peu pour mettre la dimension sur l'homme d'État. Il y aura toujours un débat sur la notion d'homme d'État au Sénégal. Un débat souvent stérile. Mais moi, le politique que je suis, et j'espère avoir été à votre école avec Gaston Berger, nos maîtres, Babacar Kanté et Serigne Diop, qui nous ont appris un peu les théories juridiques et politiques de l'État. J'estime que Khalifa Sall est un vrai homme d'État. Parce que l'homme d'État, en général, c'est d'abord celui qui a une connaissance de l'État, une expérience avérée de la gestion publique, dans toutes les dimensions de la fabrique des politiques publiques, au niveau local ou central, national ou international. Il faut d'abord une maîtrise de la gestion des affaires publiques. Mais l'autre dimension, et le plus psychologique, Babacar, c'est un peu le comportement, l'attitude. Un homme d'État, c'est d'abord la tenue et de la retenue. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'un homme d'État doit être taciturne par essence. Il ne déballe pas. Il ne transhume pas. Il reste chevillé à des principes, à des convictions. Et c'est ça que j'ai vu chez Khalifa Sall. La preuve, lorsqu'il a été mis en prison, c'est la presse de la caisse d'avance, nombre de ses collaborateurs, de ses amis, lui avaient conseillé de déballer sur les bénéficiaires de la caisse d'avance. Il a dit que jamais, au plus grand jamais, je ne dévoilerai les noms des bénéficiaires. Il est resté en prison. Il y a eu beaucoup de tentatives de négociation. Il a dit, je ne négocie pas. Je reste sur mes principes parce que je considère que j'ai été victime d'une injustice. Et que passer une journée en prison et 100 ans en prison, c'est la même chose. Après, sa sortie a été, entre guillemets, négociée, même s'il n'est pas intervenu dans l'opération. Feu Maître Hassimou Touré, l'un des avocats de la défense dans le procès de la caisse d'avance, avait écrit au président de la République pour demander la grâce présidentielle. Ça ne lui avait pas forcément plu, non, Khalifa Sall? J'ai rendu hommage à Maître Hassimou Touré dans le livre, un immense avocat, mais aussi un fervent talibé mouride, un grand frère à moi que j'ai connu depuis que j'étais étudiant socialiste, et qui était au procès comme avocat de Khalifa et de Mbaye Touré, son frère, et qui avait fait une grande plaidoirie. Effectivement, Maître Touré, à l'époque, avait dit que c'est lui-même qui avait écrit une lettre pour demander une grâce en faveur de Khalifa. Khalifa l'avait réfuté,
et même refusé de quitter la prison. Mais ce qui est important, Babacar, c'est qu'après 32 mois de prison, c'est vous-même, Babacar, qui nous avez appris le jour J à 18h, à travers votre page Facebook, que Khalifa a bénéficié d'une grâce. Mais Khalifa a fait 32 mois de prison, il est resté digne, il est resté debout. Et moi, c'est ça que je retiens. Alors, il est votre modèle, Khalifa Sall, selon d'ailleurs Abdoulaye Elimane Kane, l'ancien ministre PS de la Culture, qui a signé la préface de ce livre. Est-ce que cette admiration et cette affection que vous avez pour lui n'édulcore pas un peu votre plume? Est-ce que ça n'anéantit pas votre objectivité dans cette littérature, certes politique, mais qui, comme tout écrit, est par définition pour la postérité, surtout quand vous écrivez sur quelqu'un que vous considérez comme votre ami, votre frère, votre camarade? Est-ce que l'objectivité ne va pas en souffrir un peu? Ce livre n'est pas un livre de relation. Ce livre, c'est un livre objectif. Il y en a eu beaucoup quand même. Non, j'ai essayé de décrire objectivement les traits de caractère de Khalifa Ababacar Sall. Et si vous lisez bien le livre, il arrive des moments où il y a un œil critique sur Khalifa. J'ai parlé de réalisme froid dans sa pratique politique. Et que Khalifa souvent était mis par un réalisme froid. Il ne dévoile pas sa stratégie. Il avance lentement mais sûrement. En 1984, je crois, au fameux congrès sur la désengorisation, c'est Khalifa qui avait porté le flambeau avec les jeunes du parti en exhibant la carte blanche pour Abdou Diouf. Avait-il raison de le faire? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je Ça n'a pas facilité les relations Diouf-Senghor. Oui, je ne suis pas un historien politique. J'essaie de voir le rôle que Khalifa avait joué à l'époque en tant que jeune militant socialiste, qui à l'époque déjà avait eu le courage de brandir l'arme blanche, en fait, la carte blanche, pour demander au président Diouf de prendre ses responsabilités. N'est-ce pas? Et même en 2005, lors du courant de pensée démocratie et liberté, brandi par certains du PS, les gens pensaient que c'est Khalifa qui était derrière. Donc j'ai essayé, tant bien que mal, à garder un regard objectif dans son parcours politique. Et je crois que si vous lisez le livre, à aucun moment, il n'est question de l'audation ou le propos qui fasse que Khalifa soit un modèle irréprochable. Nullement, vous nous parlez de... Les jeunes de ma génération retiennent aussi un jeune Khalifa Sall, ministre à l'époque, intelligent, pertinent, arrogant, c'est pas forcément péjoratif. Ça, vous n'en parlez pas. J'ai jamais eu cette impression-là, parce que moi, j'ai eu la chance de côtoyer l'homme tout jeune. Moi, j'étais étudiant socialiste en 1993, quand j'ai eu la chance de rencontrer Khalifa Ababacar Sall, qui était ministre déjà à l'époque. Il m'avait conseillé de privilégier les études. Parce qu'à l'époque, les étudiants socialistes n'avaient pas bonne presse dans les universités. On pensait que c'était des étudiants qui dépendent de la République, qui prenaient des bourses pour aller étudier, etc., mais qui n'étaient pas brillants dans les facultés. Ce n'était pas forcément faux non plus. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, c'était assez méchant quand même, cette caractérisation. Mais Khalifa m'avait demandé, et à nos camarades, de privilégier les études au détriment de la politique. C'était un bon conseil, j'espère, parce que nous avons réussi à avoir nos diplômes après. Ensuite, j'ai côtoyé Khalifa Sall lorsque j'étais conseiller technique au ministère chargé des relations avec les assemblées. Avec feu Babacar Mbaye. Qui était un ami, un grand frère Babacar. Et Babacar m'a appris le jour où j'ai eu mon DEA de sciences politiques. C'est ce jour à 18h que Babacar m'a pris comme conseiller dans son cabinet. Et Khalifa venait de quitter le ministère pour aller au commerce. N'est-ce pas? Donc nous avons commencé également à ce niveau-là à le fréquenter, à le voir de manière un peu assidue. Mais ma relation avec Khalifa date véritablement après le décès de Babacar Mbaye. Et c'est que Babacar est décédé que Khalifa m'a dit, dans la maison mortuaire, en présence de l'épouse de Babacar Mbaye, Madame Mbaye, que je salue au passage, Babacar est parti, mais moi je suis là. J'ai joué le rôle qu'il avait joué ou qu'il joue auprès de vous. Je serai votre grand frère, votre ami, votre mentor. Et depuis ce jour-là, nous sommes ensemble. Nous avons travaillé ensemble dans son cabinet, avant qu'il ne soit maire de Dakar. C'était entre 2004 et 2009. Nous avons beaucoup voyagé ensemble. J'ai connu Khalifa au Sénégal et Khalifa à l'extérieur du Sénégal. Je l'ai vu dans des moments assez
intime chez lui. Je l'ai vu également au bureau en train de travailler. Donc je pense modestement pouvoir écrire sur Khalifa Sall de manière objective. Et ces origines Wallo Wallo que vous évoquez en premier dans ce livre, ses origines Wallo Wallo, la migration de sa famille à Dakar, son enfance et son adolescence dans des quartiers populaires de Colobane et de Grand Yoff qui sont soulignés dans vos écrits, ont-elles influencé la personne qu'il est devenu, son tempérament, sa trajectoire sociale, politique, intellectuelle? Oui, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, quand j'ai fait des enquêtes à Grand Yoff, j'ai rencontré des amis d'enfance de Khalifa, ses condisciples, des gens avec qui il a fait l'école primaire, avec qui il a fait le lycée. Mais ce qu'ils m'ont dit, et ce qui est d'ailleurs vrai, c'est que Khalifa était un élève brillant et intelligent, et qu'il recevait souvent des prix qu'on distribuait, qu'on donnait au niveau de la maison de Mamadou Dia ici, à Dakar. Alors que dans l'imaginaire populaire, Khalifa n'était qu'un homme politique. Tout ce qu'il a obtenu, c'est grâce à la politique. Mais on oublie que Khalifa a fait un cursus universitaire. Donc moi, c'est ça que j'ai un peu retenu. L'autre dimension que je retiens de ses amis d'enfance, c'est deux choses aussi. D'abord, son courage. Khalifa souvent représente comme quelqu'un d'assez calme et même d'assez faible, alors qu'il n'en est rien. Khalifa est d'un courage fabuleux. Il l'a montré à plusieurs reprises à Grand Yoff. Et si vous allez à Grand Yoff, si vous discutez avec ses amis d'enfance, il vous rappelle un fait. Khalifa était le meilleur arbitre de la zone parce qu'il arbitrait les derbies, surtout lors de la coupe de l'église. Et c'était des derbies très chauds. Et c'était le seul à pouvoir arbitrer convenablement. Parce qu'il était courageux, mais également était juste. Un de ses amis d'enfance m'a appelé, m'a expliqué un jour aussi, Léon Mendy, me dit qu'il voulait faire du thé. C'est dans le livre. Et quelqu'un a proposé d'aller voler du charbon chez le charbonnier du coin. Et Khalifa a dit non, je ne suis pas un voleur. Que chacun aille dans sa maison, chercher quelques bouts de charbon pour une puisse faire du thé. Donc ses amis d'enfance parlent de Khalifa comme d'un homme juste, d'un homme courageux, mais d'un homme intelligent. Vous avez beaucoup parlé de sa famille, la famille Sall. J'ai mentionné tout à l'heure Colobane, parce que lorsque son père Mbaye Sall a décidé de s'installer à Dakar, c'est à Colobane qu'il est allé habiter avec ses deux épouses et ses 4 enfants, dont bien sûr le cadet, Khalifa. Colobane, alors que c'est Grand Yoff qui est le plus collé, lié au nom de Khalifa Sall. Oui, simplement parce que ce phénomène saisonnier était fréquent. Les Wallo avaient l'habitude de migrer à Saint-Louis ou à Dakar, n'est-ce pas? Vous l'avez écrit. Oui, de travail saisonnier. Maintenant, quand la famille Sall a décidé de s'installer à Dakar, naturellement, ils sont venus chez le tuteur, le vieux Abdoulaye Gueye, qui était le tuteur des Wallo à Dakar. C'est là où Mbaye célèbre Sall, boulanger à Colobane à l'époque. Oui. Boulanger à la rue Chandelieri, au 16 rue Chandelieri. N'est-ce pas? C'est chez un boulanger de Chavus. Donc c'est l'oncle Abdoulaye Gueye qui a accueilli Mbaye Sall et ses épouses et ses enfants. Et il avait loué une chambre, une chambre à côté de chez Abdoulaye Gueye. Il passait la journée chez Abdoulaye Gueye et le soir il rentrait dans leur appartement. Donc c'est là où part en fait la venue de la famille Sall à Dakar. Et après ils ont quitté Grand Yoff, en fait Colobane, pour aller s'installer à Grand Yoff. Parce qu'entre-temps, le vieux Mbaye Sall avait acheté une maison à Grand Yoff. Et on dit que c'était à 20 000 francs à l'époque. Parce que c'était un village sans eau, sans électricité, sans infrastructure. Et c'est là où la famille Sall a continué à habiter jusqu'à présent. Justement, et Grand Yoff, l'histoire se poursuit avec lui. Avant de devenir maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall reste intimement lié à Grand Yoff, dont il a été le maire. Oui. Le premier. Le premier maire. Après l'acte 2 de la décentralisation en 1996. C'est vrai. C'est vrai. En fait, Khalifa Sall est un enfant de Grand Yoff. Moi, je pense que Khalifa est un fils de Grand Yoff. Il ne connaît que Grand Yoff. Tous ses amis, pratiquement, sont de Grand Yoff. Et il entretient avec la communauté Manjak de Grand Yoff une amitié infaillible. Alors, tous ses amis sont pratiquement de confession chrétienne et c'est des Ndiago, comme on appelle les Manjak. Il a grandi à Grand Yoff. Il a fait ses études à Grand Yoff. Sa famille continue à vivre à Grand Yoff. Et naturellement, il était responsable politique à Grand Yoff.
Et c'est là également qu'il est devenu maire de la commune de Grand Yoff, le premier maire de la commune de Grand Yoff en 1996. Il deviendra ministre, maire, et également jusqu'à aujourd'hui, il considère que Grand Yoff c'est son fief politique. C'est sa zone de confort, et à chaque élection quand même, nous avons la possibilité de le démontrer. La commune est dirigée par un de ses poulains, hein, Madiop. La perte du pouvoir par le PS en 2000, le départ d'Abdou Diouf et de plusieurs autres personnalités du Parti socialiste, il est resté aux côtés d'Ousmane Tanor Dieng et d'autres, Aminata Mbengue Ndiaye, pour ne citer que celle-là. Ensuite, il y a eu le soutien à Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012, le PS dans Benno Bokk Yakaar, Khalifa Sall dans Benno. Et là, vous dites dans le livre, c'est à partir de là que son élan commence à être brisé. Considérez-vous ça comme la page la plus noire de sa carrière, de sa vie tout court? En fait, en 2000 est survenue l'alternance, la première alternance. C'est pourquoi j'ai dans le livre que 40 ans après son indépendance, le Sénégal accède à l'alternance. Et le PS a pris le pouvoir en 2000. Et c'était très difficile à l'époque. Moi, j'étais jeune militant à l'époque, j'avais 30 ans. J'ai vu des militants, des responsables transhumés quitter le parti. Le parti a un peu basculé. Il y a eu des difficultés. Tanor est resté debout. Il a soutenu la barque. Khalifa n'a jamais voulu transhumer. Et même dans le livre, en fait, je rencontre une anecdote qui m'a lui-même dit. Hein, parce que dans le livre, tout ce que je dis, pratiquement, c'est Khalifa qui m'en parle. En 2000, il était à Genève. Le président Wade était à Genève. Ils se sont rencontrés là-bas. Et le président Wade lui a proposé de le rejoindre dans le PDS. Et il avait catégoriquement refusé. Parce que lui, il considère que c'est un socialiste dans le sang. Il a le sang dans l'ADN. Il est en même temps du Parti socialiste. Il ne connaît pas un autre parti que le Parti socialiste. Donc il a décidé de rester au PS en 2000. Maintenant, en quoi faisant? En militant, mais également en intégrant le monde de la consultance internationale. Il est devenu consultant. Et quand on lui reprochait ses absences répétitives au bureau politique, il disait que, laconiquement, il faut faire bouillir la marmite. Il allait donc trouver un peu de travail. Et moi-même, j'ai travaillé avec lui comme consultant dans son cabinet comme assistant. Il a supervisé beaucoup d'élections en Afrique. Voilà, notamment travaillé également avec le réseau parlementaire de la Banque mondiale, où moi-même j'étais le coordinateur du chapitre africain. Et nous avons visité beaucoup de pays africains. C'est là d'ailleurs que j'ai connu le président Bazoum du Niger avec Khalifa. Et j'ai également rencontré beaucoup d'autres députés, ministres un peu dans la sous-région. Donc lui était le directeur du chapitre africain du réseau parlementaire de la Banque mondiale. N'est-ce pas? Il connaît donc ce travail de consultant avec son activité de militant du Parti socialiste. Donc en 2000, il y a eu beaucoup de difficultés. En 2005, il y a eu le courant de pensée, n'est-ce pas, qui est survenu. Mais en 2009, Babacar, il y a une sorte de renouveau du Parti socialiste et de l'opposition à l'époque, à travers le Benno, le Front Siggil Sénégal, je crois, à l'époque. N'est-ce pas? Et Khalifa était devenu maire. Parce qu'en 2008, à Paris, il m'a dit, écoute Moussa, je serai candidat à la mairie de Grand Yoff et à la mairie de Dakar. Mais pour moi, le but c'est de se battre pour freiner l'hégémonie du Parti démocratique sénégalais à Dakar. Il s'est organisé avec le Benno à Dakar, à l'époque. C'était le Benno Siggil Sénégal, n'est-ce pas? Le PS, l'AFP, l'ALD, les PIT, etc. Et il est devenu maire de Dakar. Et en 2009, il a introduit une dimension extraordinaire dans la gestion municipale. C'est la gestion participative et inclusive. Babacar, moi, je n'ai pas souvenance d'une délibération qui a été rejetée à la mairie de Dakar en 2009. Toutes les délibérations étaient votées à l'unanimité ou à une très forte majorité. Parce qu'il y avait une gestion inclusive et participative. La cohabitation avec Abdoulaye Wade était beaucoup plus sereine qu'avec Macky Sall. Beaucoup plus sereine, oui, au début. Vraiment, de manière intelligente, Abdoulaye Wade et Khalifa Sall avaient su quand même travailler pour l'intérêt et du pays et de la capitale. Mais ce qui était frappant à l'époque, c'est que quelles que fussent les vicissitudes de la vie politique, le conseil municipal était homogène. Il n'y a jamais eu de rupture dans la gestion du conseil municipal. Et tous les conseils, de quelque bord qu'ils soient, votaient les délibérations avec plaisir et objectivité. Sauf Karim Wade qui s'absentait beaucoup. Okay. En fait, et le bilan de Khalifa a été très élogié en 2009. C'est pourquoi en 2014, lorsque la PR a eu les velléités pour prendre la mairie de Dakar avec Mimi Touré, les Dakarois ont
encore fait confiance à Khalifa. Parce que justement, en 2012, quand Macky Sall est arrivé au second tour avec le président Wade, il y avait dans le Parti socialiste des franges importantes qui voulaient soutenir la candidature du président Wade au second tour. Ah. Oui. Il y avait un débat au PS. Un débat tacite. Et quels étaient les arguments? Non, certains voulaient continuer avec le président Wade. En se disant que si Macky vient, il est très jeune, il fera 2 ou 3 mandats, etc. Ah. C'est Calcul l'idée que Wade avait lancé de continuer un mandat ou une moitié de mandat, etc. Quoi. Donc ça avait fait quelques émules au PS. Mais Khalifa a dit non. Nous devons être logiques jusqu'au bout. Nous devons soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé. Il a été le porte-étendard de ce soutien à Macky Sall. Et c'est là également qu'est né le Benno Bokk Yakaar. Parce que c'était justement pour éviter quoi de plus. Ça a été d'accord avec Ousmane Tanor Dieng. Oui, bien sûr, ça, au moins. Bien sûr. Mais l'idée c'était de faire une liste et d'avoir des députés, avoir une majorité parlementaire, même si Wade, par quelques subterfuges, parvenait à gagner. Et c'est là qu'on a créé le Benno Bokk Yakaar. C'est que Khalifa dit que moi je suis de Benno. Non seulement il est de Benno, mais il est même membre fondateur de Benno. C'est la raison pour laquelle en 2014, lorsque l'APR a voulu récupérer la mairie, et le ministre Tamba Ndiaye avait dit que si Khalifa va rester maire, il n'a qu'à venir à militer à l'APR. Il a créé Taxawu Dakar. C'est pourquoi dans le livre, j'ai parlé de 2014 en disant rébellion ou consécration. En 2014. Il a créé Taxawu Sénégal, Taxawu Dakar d'abord, n'est-ce pas? Et il a réussi à avoir 16 communes sur les 19. C'est vraiment une consécration. Mais c'était également le début des ennuis avec le pouvoir. Parce qu'en 2016, il y a eu le référendum. Il a appelé à voter non contre la volonté du Parti socialiste. Il a cherché, non, un peu? Parce qu'il était convaincu que les référendums n'étaient pas bons pour le pays. Que les différents points inscrits avec le référendum n'étaient pas des points qui pouvaient pousser le Sénégal vers l'avant. Et en toute objectivité, il a dit qu'il allait voter non. Et c'est le début des déboires entre Khalifa et le Parti socialiste. Le rôle d'Ousmane Tanor Dieng dans cet épisode, ce tiraillement avec l'exécutif qui a conduit Khalifa Sall en prison, le rôle d'Ousmane Tanor Dieng, patron du PS, feu Ousmane Tanor Dieng à l'époque. En fait, moi je considère que Ousmane Tanor Dieng avait un parti qu'il dirigeait, le Parti socialiste, membre de la mouvance présidentielle, un des plus grands alliés du président Macky Sall. Sûrement, l'attitude de Khalifa, son aura grandissante et ses ambitions présidentielles. Cette ascension avait-elle gêné Ousmane Tanor Dieng? Peut-être oui. Peut-être si. Parce qu'en réalité. Est-ce que Khalifa avait des velléités de prendre le Parti socialiste des mains de Ousmane Tanor Dieng? Khalifa n'a jamais eu l'ambition de diriger le Parti socialiste. Ça, je peux le confirmer. Khalifa se voit comme un militant. Et chaque fois, il dit, moi, je suis un militant, je reste militant. Il n'a jamais eu, alors jamais, l'ambition d'arracher le parti des mains de Tanor Dieng. J'ai fréquenté les deux hommes. Je les ai côtoyés. J'ai travaillé avec les deux hommes. Et entre eux, il y avait une confiance, un respect mutuel. Et Khalifa vouait un très grand respect à Tanor Dieng. Et la cassure, comment l'expliquer? La cassure entre les deux. Oui, la cassure est venue de 2016, au référendum. Le référendum, oui. Parce qu'en réalité, au référendum, ce qui s'est passé, et moi-même ça m'avait un peu outré. Est-ce que dans les instances du parti, il était discuté l'attitude à prendre par rapport à ce référendum? C'est ça que je veux dire. Parce que moi, lorsque le président a parlé du référendum, je crois que c'était un discours de 3 avril. J'ai vu le président secrétaire du Parti socialiste, immédiatement après, dire que le PS allait voter oui. J'ai considéré que le Parti socialiste, en tant qu'organisation, devait d'abord se réunir ses instances et délibérer sur la question. Il n'appartenait pas au président secrétaire, quel que soit d'ailleurs ses pouvoirs, oui, de dire que le PS allait voter oui au référendum. Pour moi, c'était un choix orienté et non démocratique. N'est-ce pas? Et c'est là également que certains camarades pensaient effectivement qu'il fallait un débat sur le référendum. Et la réunion du 5 février, du 5 mars, je crois, 2016, a débouché sur des incidents. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des problèmes, n'est-ce pas? Et après, il y a eu une plainte contre les camarades Birakan Ndiaye, Bamba Fall, etc. N'est-ce pas? Ils ont passé 6 mois en prison. Donc, au plan social, il y a eu des difficultés. Parce qu'il y a eu la prison
qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'assez difficile pour des camarades. Est-ce que vous vous êtes dit, vous, proche de Khalifa Sall, que Feu Ousmane Tanor Dieng, il a joué un rôle dans ces déboires judiciaires de Khalifa Sall et de tous ses autres collaborateurs, comme Bamba Fall, qui à l'occasion d'une réunion mouvementée à la maison du parti, sont envoyés aussi en prison? Non, il faut distinguer d'abord les choses. Sur le cas des incidents de 2016, Tanor Dieng a fait la plainte. Le parti a fait une plainte contre les camarades là, estimant que c'était des actes de vandalisme et qu'il fallait porter l'affaire devant la justice. C'est tout son choix. Il y a même une histoire de tentative d'assassinat, Oui, tout ça. oui, mais ça tentative de meurtre. Ça vraiment, le parti a fait une plainte contre ses propres fils, contre ses propres camarades. Maintenant, par rapport à la situation de Khalifa Sall, moi, je n'ai jamais vu Ousmane Tanor Dieng critiquer Khalifa Sall sur ce plan-là. Ou bien, je ne peux pas dire que Ousmane Tanor Dieng a participé à une tentative d'emploi de Khalifa Sall. Mais, quand même, je n'ai pas senti le soutien du PS à Khalifa Sall. À aucun moment, le Parti socialiste n'a soutenu Khalifa Sall. Ouais, parce que les divergences étaient là Oui, aussi, rien que sur le référendum. Donc le PS n'a peut-être pas joué un rien rôle que sur les élections locales, oui. Déjà en 2014. Oui, mais en 2014 déjà, beaucoup de maires de Taxawu Sénégal, beaucoup de maires du PS avaient rejoint Khalifa dans sa logique de Taxawu Sénégal, de Taxawu Dakar. Dont Alioune Ndoye au plateau. Tout le monde, oui. Tout le monde, parce que quand même, c'était une question de survie politique. Et Khalifa avait la possibilité de déposer une liste gagnante. Et beaucoup de maires sont venus rejoindre Khalifa dans cette affaire-là. C'est ça qui a fait le succès de Taxawu Dakar à un moment donné. C'était une logique de survie politique pour certains. Mais dans l'épisode de la prison, jamais le PS n'a défendu Khalifa Sall. C'est ça la vérité. Au contraire, certains camarades même ou responsables attaquaient Khalifa. Cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar et le séjour de Khalifa Sall en prison, quand vous parliez d'élan brisé, ça c'était le paroxysme de cette tentative de briser son élan, non? Oui, je parle d'élan brisé parce que Khalifa avait pris un bel envol en 2009. Il était devenu maire de la ville de Dakar, il avait un bilan élogieux. Au plan international également, il avait créé son sillon en devenant secrétaire général de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, président de CGLUA, vice-président de CGLU, n'est-ce pas? Donc il avait quand même un bon réseau, un bon canal d'adresse, et il avait commencé à pourrir son image. Parce que moi, ce que je retiens, Khalifa m'a dit un jour, c'était en 2014, je crois, lorsqu'il y a eu ce problème de candidat à la mairie de Dakar, il m'a dit, écoute Moussa, moi je voulais faire un mandat. Il a dit one step. Il m'a dit que je voulais restaurer l'image des socialistes, considérés comme un paresseux. Je voulais montrer que les PS savent travailler et partir. Il m'a dit one step. Mais il m'a dit, puisqu'on nous attaque maintenant, il faut qu'on résiste. C'est là où il a décidé d'avoir un second mandat à la ville de Dakar. Donc, il avait un bon bilan. Il avait pourri son image au plan international. Il avait donc des atouts pour être un bon candidat. Et lorsque l'affaire de la caisse d'avance est survenue, c'est pourquoi moi je parle d'élan brisé. Et c'est ce que j'appelle dans le livre l'épreuve, la deuxième partie. N'a-t-il pas prêté le flanc un peu dans cette affaire de la caisse d'avance, 30 millions par mois décaissés, selon le procès, sans justificatif parfois? Bon, nous avons expliqué un peu, de fond en comble, vraiment, les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Je crois que durant tout le procès, durant tous les 28 mois de marathon judiciaire, nous n'avons jamais cessé d'expliquer un peu le fondement de la caisse d'avance. N'est-ce pas? Aujourd'hui, à l'âme et conscience, nous considérons que c'était une cabale politique, c'était un complot contre Khalifa, en vue de briser un opposant gênant. Et peut-être c'est le même cas aujourd'hui avec Ousmane Sonko. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Khalifa avait un bel envol. Il avait des atouts majeurs pour être un bon candidat, un bon challenger contre Macky Sall, et on a essayé de le briser. C'est pendant la question de la caisse d'avance. C'est pendant son séjour en prison qu'est intervenu, malheureusement, la mort d'Ousmane Tanor Dieng. Il avait écrit un texte pour lui rendre hommage, mais la suite... Lorsque Khalifa a été âgé de prison, il est parti chez Ousmane Tanor Dieng, aussi bien à Fann que la rue Calmette, chez ses épouses, pour pouvoir présenter ses condoléances. Et même en prison, il nous avait délégué, nous, au Sénégal, d'aller, en son nom, présenter ses condoléances. Donc, il entretient de bons rapports avec la famille de Ousmane Tanor Dieng. C'est pas regrettable que les deux se
se soient séparés et que cet événement malheureux soit survenu? C'est pas regrettable? J'interpelle le proche de Khalifa Sall qui a travaillé avec les deux. En fait, oui, c'est un peu difficile. Moi, j'aurais souhaité que Tanor soit encore là, qu'il puisse se réconcilier avec Khalifa et qu'il puisse même l'accompagner dans sa quête de pouvoir actuellement. Mais Babacar, ce qui est important dans la vie, c'est que chacun puisse mesurer les actes qu'il pose et les assumer. Khalifa m'a dit qu'il n'avait pas de remords ou d'amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Et même après la prison, il a dit que j'ai parlé à tout le monde. N'est-ce pas? Et moi, je retiens ça. Dans les projections faites par certains, il se dit peut-être un jour Khalifa Sall va retourner au Parti socialiste, et même pourquoi pas récupérer le parti. Est-ce que dans vos projections, à vous, il vous arrive d'y penser? Nous avons déjà récupéré le Parti socialiste. Parce que nous avons commencé à travailler avec les différents responsables au niveau local. Dans les tournées que nous faisons, partout où nous passons, des vagues de militants socialistes viennent nous rejoindre. Viennent rejoindre la dynamique de Khalifa Sall. Les gens pensaient que nous voulions la tête du parti, la deuxième partie. Non, nous avons choisi, nous, d'aller vers les militants socialistes, leur parler, de leur parler de notre projet, qui est un projet socialiste. Et le résultat, c'est que partout où nous passons, des vagues de militants viennent nous rejoindre. Nous estimons donc aujourd'hui que c'est Khalifa Sall qui a la légitimité historique de diriger le Parti socialiste et de dire que lui est socialiste. La preuve, même du point de vue parlementaire, Taxawu Sénégal a un nombre de députés supérieur au Parti socialiste. Au niveau municipal, Taxawu a un nombre de maires supérieur au Parti socialiste. Donc aujourd'hui, entre Khalifa et le PS traditionnel, qui est plus légitime? Allez savoir. Et pourquoi Taxawu n'est jamais devenu formellement un parti politique? Taxawu Sénégal est inédit. C'est une démarche inédite. Taxawu est une plateforme politique. Nous avons dépassé les partis classiques. Nous considérons que ces partis sont un peu centralisateurs, un peu réducteurs. Nous avons créé une dynamique qui dépasse les partis. Dans Taxawu Sénégal, vous avez des partis légalement constitués. Je parle du parti de Msatine, Alliance démocratique Pencho, et d'autres partis, qui sont des partis légalement constitués, mais qui sont dans Taxawu Sénégal. Vous avez des militants du Parti socialiste, comme nous autres, qui viennent du Parti socialiste. Un grand ensemble alors? Oui. Nous avons des mouvements citoyens, comme le mouvement du député maire de Rufisque, Omar Tissé, Vision Sénégal. Nous avons également des sympathisants et des soutiens. C'est tout ce beau monde-là que nous avons réussi à fédérer autour d'une plateforme Taxawu Sénégal, pour permettre d'abord la liberté des militants à l'intérieur, de se mouvoir et d'être autonomes par rapport à leur parti politique. C'est ça un peu le charme de Taxawu Sénégal. Dans la carrière de Khalifa Sall, il y a aussi ce dialogue, le dernier dialogue national organisé par Macky Sall et sa décision d'y participer, ce qui a provoqué une rupture avec Yewwi Askan Wi, cette coalition de l'opposition qui l'avait mise en place avec les autres, Sonko entre autres, et qu'il a même dirigé, Khalifa Sall, en tant que président de la conférence des leaders de Yewwi. Cette décision d'aller au dialogue, troquer Yewwi pour discuter avec Macky Sall? Ce n'est pas le cas. Je l'ai même dit ici même à RFM Matin. Je vous avais expliqué à RFM Matin en Wolof clairement les raisons qui nous avaient poussé à aller au dialogue. Lorsque Khalifa était en prison en 2019, nous avions été au dialogue en son nom. Khalifa n'a jamais refusé d'aller au dialogue. Et lorsque le président Sall a émis l'idée d'un dialogue national, Taxawu Sénégal, et là vraiment je veux insister là-dessus, Taxawu Sénégal est un mouvement dans lequel les décisions sont prises après concertation et avis. Jamais Khalifa ne décide seul. Il décide après avoir écouté Taxawu Sénégal. Et nous avions lancé une concertation interne dans nos différentes plateformes. Et à 95%, les retours étaient pour un dialogue, pour aller participer au dialogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, Yewwi Askan Wi n'avait pas la prérogative en tant que coalition de décider d'aller ou non au dialogue. Ce n'est pas dans les textes de Yewwi Askan Wi. Je suis bien placé pour le dire parce que les textes de Yewwi Askan Wi, c'est nous qui l'avons écrit. Le premier draft a été écrit par Bassirou Diomaye Faye, Saliou Sarr et moi-même. Parce que c'est le 8 août 2021 que nous avons rencontré Sonko chez lui et nous avons lancé l'aide de la coalition.
Donc il n'a jamais été question pour Yewwi Askan Wi de décider ou non. La preuve, lorsque le président a lancé l'idée du dialogue. Dans le texte, il a été dit quand même de ne pas prendre des compromis, trajectoires qui... Oui, mais je veux dire... ne pas faire de compromission avec le pouvoir. Aller au dialogue peut être source de compromis ou de compromission. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une procédure judiciaire. Au début, on avait refuté même le principe d'aller devant la justice. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est d'aller au dialogue. Pour poser les problèmes du Sénégal. Pour retrouver... Non, pour poser les problèmes. Parce que le droit de participer à des élections. Entre autres, pour tout le monde. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes partis au dialogue, nous avions 5 points. Et Khalifa a dit, devant le président Macky Sall, devant toute l'opinion publique internationale, que nous avons 5 points, y compris la question du 3e mandat. Y compris la question de l'inclusivité des élections. Babacar, aujourd'hui, on parle de parrainage citoyen, on parle de parrainage parlementaire. Mais ceux qui, aujourd'hui, veulent utiliser le parrainage parlementaire, ça, c'est un acquis du dialogue. Si nous avions décidé, en tant qu'Askanpi, en tant que bloc de Yewwi Askan Wi, d'aller au dialogue, peut-être que nous aurions plus de poids pour poser nos doléances et imposer nos positions. Parrainage parlementaire auquel Ousmane Sonko, si jamais il réintègre le fichier électoral, pourrait bénéficier alors. Oui, et là, vous revendiquez... Et là, c'est un atout du dialogue politique. Nous avons obtenu au dialogue politique un parrainage parlementaire. Aujourd'hui, c'est heureux que Ousmane Sonko puisse en bénéficier. Cela veut dire que le dialogue n'a pas été vain, le dialogue a été productif pour l'opposition aussi. Et Ousmane Sonko, cette guerre autour de sa réintégration ou pas dans le fichier électoral pour qu'il puisse se porter candidat, et la décision rendue par le tribunal de Dakar, même si les avocats de l'État ont décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Oui, mais dans l'affaire Ousmane Sonko, au Sénégal, je le dis, je le rappelle, parce que nous avions toujours dit, affirmé, réaffirmé, que Ousmane Sonko était victime d'un complot politique. Aujourd'hui, nous estimons et nous pensons que Ousmane Sonko doit être réintégré sur les listes électorales pour aller faire son parrainage et déposer son dossier de candidature. Voilà la position de Taxawu Sénégal. Barthélémy Diaz, lui aussi, va aller à la Cour suprême. Il a décidé de ne pas y aller. Dans l'affaire Ndiaga Diouf, convoqué le 22 décembre, il a tenu une conférence de presse vendredi à laquelle vous avez d'ailleurs assisté. Pourquoi cette posture, lui qui a toujours réclamé un procès, que cette affaire soit vidée? Barthélémy a rappelé d'ailleurs, parce que bon, ça c'était même le deuxième point. Le premier point qui était plus important, c'était un peu la répartition de la CELVEA, la contribution économique locale sur la valeur ajoutée, où la ville de Dakar est passée, figurez-vous, de 3 milliards 100 millions à 55 millions. Ce qui est une aberration. Et le maire a voulu expliquer au Dakarois que les projets sociaux sur les bourses, les assurances médicales, allaient diminuer parce qu'aujourd'hui, la ville de Dakar a été délestée de 3 milliards. C'est ça, vraiment, c'était ça le plus important dans ce point de presse. Et le deuxième point également, c'était lié à l'affaire de la Cour suprême. Et même lui-même, le maire l'a rappelé. Il a dit que c'est lui-même qui avait fait le pourvoi. Parce que lui, il veut laver son honneur. Il n'était pas d'accord avec le jugement, il a fait appel. Après l'appel aussi, il a fait un pourvoi. Mais ce qui est gênant, c'est souvent le timing judiciaire, Babacar. C'est à chaque fois qu'on prépare des élections qu'on exhibe ce dossier-là. Et ça nous pose un problème. Et le maire a raison de dire, est-ce que ce n'est pas un moyen de vouloir s'aborder le parrainage parlementaire de Khalifa Sall? Parce que si, par extraordinaire, la Cour suprême confirmait la Cour d'appel, le maire pourrait perdre son mandat de député. Et à ce niveau-là, il a expliqué comment le pouvoir peut essayer de mettre des bâtons dans les roues. C'est contraire ça aux valeurs républicaines, aux valeurs d'un homme d'État. Pour d'ailleurs faire allusion à votre livre sur Khalifa Boubacar Sall, ça. Après Ousmane Sonko, c'est Barthélémy Diaz qui dit « je ne répondrai pas à la justice ». Non. Barthélémy est libre de ne pas y aller, en fait. Sa présence n'est pas obligatoire. Tout à fait. Oui. Donc, lui, il peut également dire à ses avocats de ne pas y aller. Mais non, lui, il a dit, il était présent au jugement, il est présent à l'appel, n'est-ce pas? Et là, il dit qu'il revient de voyage, il a un programme assez chargé. Le 22, c'est la journée de la ville de Dakar, à la foire économique de Dakar. Il sera à la foire le 22, n'est-ce pas? Et que lui, il ne sera pas au tribunal. Maintenant, ses avocats vont y aller, ça je peux le confirmer, ils vont y aller, ils vont débattre, et on va attendre maintenant le délibéré.
Mais ce n'est pas une manière de fuir ou de ne pas répondre à la justice. C'est justement un choix qu'il a fait de ne pas y aller. Parce que la loi lui permet de ne pas y aller. Maître Moussa Diop a envoyé en prison écroué après ses déclarations sur de supposés ou réels documents qui attestent que le président de la République, l'ancien ministre de Mines et de l'Industrie Aly Ngouille Ndiaye, ainsi que les hommes d'affaires Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagne Ndiaye étaient en train de dealer sur d'éventuelles possibilités d'explorer du diamant au Sénégal. Le gouvernement, à travers l'ancien directeur des mines, a démenti, Aly Ngouille Ndiaye lui également. Envoyé à prison quand même, Moussa Diop, votre avis sur ce feuilleton, ce nouveau feuilleton judiciaire contre un opposant? Moi, ce qui me gêne, c'est deux choses. La première, c'est que le procureur ne s'autosaisit que lorsque c'est les opposants qui sont mis en cause. Le principe d'égalité voudrait que quand des citoyens qui appartiennent au pouvoir disent des choses qui ne sont pas conformes avec la loi, que le procureur puisse s'autosaisir. Et s'il n'avait pas autosaisi le procureur sur l'affaire de la présumée enveloppe du Qatar pour Ousmane Sonko, 12 milliards de francs CFA. Le procureur ne s'est pas autosaisi. A menacé les Sénégalais de mort. Le procureur n'a rien dit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, Babacar, qui me gêne, c'est que tous nos amis de Benno, lorsqu'ils sont dans Benno, tout est beau, tout est vert. Mais quand ils sortent de Benno, ils commencent à déballer. Je disais qu'un homme d'État ne déballe pas. Moi, j'aurais souhaité que Moussa Diop, ancien directeur de Dakar Dem Dikk, au moment de ses fonctions à Dakar Dem Dikk, au moment où il appartenait à la mouvance présidentielle, qu'il puisse déballer. Mais ils attendent toujours de sortir du pouvoir pour exhiber des documents. Ça aussi, c'est gênant. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un homme d'État. Mais tout est-il que ce qu'il dit n'engage que lui. Et il devra le prouver devant la justice. Moi, j'attends que Moussa Diop fournisse les preuves de ces allégations. Merci Moussa Taye. Votre essai politique, le livre, il est là, que vous avez présenté hier samedi. Khalifa Ababacar Sall, parcours d'un homme d'État, c'est le titre de cet ouvrage. Le timing de la publication de ce livre aussi, c'est fait exprès, à la veille de la présidentielle, n'est-ce pas? Babacar, j'ai commencé à écrire cet essai 3 mois après la sortie de Khalifa Sall de prison. Bien avant même. Parce qu'avec le préfacier, en fait, moi, j'ai commencé à écrire quand Khalifa était en prison. Mais là, je voulais écrire aussi sur Khalifa et la prison, simplement. N'est-ce pas? Mais c'est après que j'ai un peu pensé faire ce travail-là, quoi, sur son parcours. Mon souhait, c'est que l'ouvrage puisse permettre de mieux connaître Khalifa. De partir à son ça tombe bien, il est candidat à l'élection présidentielle. Si le livre peut être un bon marketing pour lui, mais... Tant mieux. Tant mieux, Babacar. Tant mieux. Merci d'être... J'espère que les Sénégalais le liront et comprendront qui est Khalifa Ababacar Sall et voteront pour lui, Inch'Allah. Merci beaucoup Moussa Taye. Ce livre donc, que vous avez présenté au public hier samedi. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes le porte-parole de Khalifa Sall. Vous êtes le directeur de cabinet du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Merci à tous de nous avoir suivis. À Abdou qui était à la régie et restez avec nous. Les programmes continuent sur RFM. Bonne fin de week-end à tous. Me taken